Nos trois invités, je vous les présente tout de suite. Nicole Meunier, bonjour. Vous êtes conservatrice de la réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf. Oui. C'est entre Rennes et Vannes, pas trop loin de Ploërmel, c'est ça? Oui, Malétroit. Malétroit, aux portes de Brocéliande. Vous faites partie d'un réseau dont vous allez nous parler, qui s'appelle le Réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons, RGENB, dont l'Agence bretonne de la biodiversité assure désormais l'animation depuis cette année. David Guillerme et Sophie Houbard, bonjour à vous ici. Bonjour. Vous allez nous en dire plus sur le GRAEB, le groupe régional des aires éducatives en Bretagne. On trouve entre autres dans ce collectif l'Agence bretonne de la biodiversité, mais aussi le REB, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, dont vous êtes l'animatrice, Sophie Houbard, et puis l'Académie de Rennes, bien sûr. David Guillerme, vous êtes entre autres chef de mission académique éducation au développement durable, pour ne citer qu'une de vos casquettes. Vos deux collectifs ont des points communs, on va le voir notamment dans la façon de fonctionner. Peut-être qu'il y a aussi des ponts, des liens à renforcer entre ces deux collectifs. Commençons peut-être par préciser ce que sont les aires éducatives. On en a eu un aperçu avec la vidéo tournée à Tréguin. C'est un dispositif national d'abord, David Guillerme, et puis la Bretagne s'en est emparée il y a 3 ans, je crois. En effet, c'est un dispositif national et la Bretagne s'en est emparée de manière tout à fait remarquable. Pour revenir aux origines, les aires marines éducatives voient le jour en 2012. Il faut bien comprendre que c'est d'abord le projet d'élèves. Ça vient vraiment d'une proposition d'élèves, un concept qui est né aux Marquises, et c'est l'imagination des enfants qui a créé ça. Comment ils voulaient en fait finalement comprendre le littoral qui était face à leur école, comprendre qu'est-ce qui pouvait l'impacter et comment eux ils pouvaient agir pour protéger cette petite portion de littoral. Et c'est là que sont nées finalement, où est née la première aire marine éducative. Et donc une aire marine éducative, on l'a vu dans le reportage, c'est une zone littorale de petite taille qui est gérée de manière participative par les élèves et qui répond aujourd'hui à une charte. Finalement, les grandes idées des aires éducatives, pour l'aire marine en tout cas, c'était connaître la mer, vivre la mer et transmettre la mer. Voilà ce qui était au départ. Et on a un pilotage aujourd'hui qui est national avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Transition écologique, bien évidemment l'OFB, qui est aussi un opérateur ici de ce label. Et donc finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un dispositif national avec une phase expérimentale en 2016. Et en 2017, 8 premières aires marines éducatives ont été labellisées, dont le site de Keraliou, à Brest, et c'est l'école du Forestou, qui est l'une des 8 pionnières écoles à avoir labellisé une aire marine éducative. Donc une en 2017 en Bretagne, Bretagne. Aujourd'hui on a combien d'aires éducatives? On en a beaucoup plus parce que beaucoup de choses ont été mises en place, des formations avec des partenaires, l'Agence bretonne de la biodiversité aussi qui travaille avec nous tous et les réseaux, le REB avec qui on travaille toujours depuis de longue date à amplifier cette dynamique. Et donc on devrait avoir à la rentrée prochaine environ 65 aires marines éducatives et 17 aires terrestres éducatives. Il y en a qui sont labellisées, d'autres qui sont en cours de labellisation. Donc, la Bretagne, en fait, est la première région de France en termes d'aires marines éducatives et d'aires éducatives d'une manière générale. Un gros succès en 3 ans seulement. Oui, ça s'est bien développé, mais ça, c'est aussi la résultante, je crois, et Sophie en reparlera tout à l'heure, vraiment d'une coopération de tous les acteurs, à la fois les services de l'État, les collectivités territoriales et les réseaux associatifs qui travaillent ensemble pour faire vivre cette dynamique. Et d'ailleurs, voir un peu aussi dans quelle logique on s'inscrit maintenant en Bretagne, parce qu'on a 2470 km de côte, ce qui fait que je crois que c'est un tiers finalement du littoral français, quasiment, en Bretagne. On voit bien que c'est un terrain qui est tout à fait propice à sensibiliser les élèves aux enjeux liés à la mer. Et avec le recteur de la région académique Bretagne, Emmanuel Etis, et nos partenaires, on a cette ambition en fait d'avoir une vision très globale. On parle parfois de faire de la Bretagne d'une aire marine éducative régionale, c'est-à-dire en fait connecter chaque élève à son territoire très concrètement et permettre à chaque élève breton d'avoir une relation à la mer pour qu'il puisse cultiver quelque part sa culture maritime. C'est ça cette ambition que l'on porte ensemble et grâce à tout ce chemin parcouru depuis de nombreuses années.
Alors, je ne sais pas si vous connaissiez les aires éducatives, en tout cas vous les découvrez en ce moment même. Via Klaxoon, Maud vous envoie un petit sondage justement pour vous demander ce que vous inspirent ces aires éducatives. Alors, Nicole Meunier, la réserve des Landes de Monteneuf, ce n'est pas une aire éducative telle qu'on les présente. Ceci dit, vous avez l'habitude de recevoir des groupes, de sensibiliser des groupes, notamment des jeunes. Quel enjeu il y a à proposer aux enfants, aux jeunes, une expérience vraiment sensible de la biodiversité en étant sur le terrain, le nez en l'air ou le nez au sol? Alors, c'est vraiment, effectivement, nous, on fait ça dans notre réserve, mais tous les gestionnaires dans tous les sites naturels protégés en Bretagne font la même démarche de sensibilisation à la nature. C'est dans les missions de la gestion. On ne peut pas protéger sans connaître et sans aimer. Et donc, tous les publics qui sont accueillis sont amenés à être immergés dans la nature et à ressentir une émotion. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre des contenus et amener les personnes, parce qu'on reçoit beaucoup de public, pas que des enfants, bien sûr, il y a beaucoup de groupes scolaires, mais il y a aussi du public, les habitants aussi dans nos territoires, et on est un point d'ancrage dans ces territoires ruraux où on amène une dimension de biodiversité, pour la biodiversité, mais aussi une dynamique de territoire. Cette notion d'émotion, elle est importante. Bien sûr, on a entendu l'intérêt pédagogique, un peu classique, tel qu'on peut le concevoir, mais c'est ça aussi qu'on cherche dans les aires éducatives, Sophie Houbard, de susciter des déclics, de venir toucher une fibre émotionnelle chez les enfants. Oui, tout à fait. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il permet de développer la pédagogie de projet. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de travailler sur le long terme et l'enfant reste au centre du dispositif. Donc, si on définit la pédagogie de projet, c'est un moyen d'approche privilégié de l'environnement permettant au groupe d'élèves de prendre en charge leur apprentissage par une confrontation sur le terrain des idées, sur le terrain de l'observation, des réflexions, dans le cadre d'un projet que le groupe a lui-même choisi. Et la démarche aire éducative permet aux enfants de participer à une gestion participative d'un bien commun, d'un espace commun, et de co-construire les éléments de la prise de décision, les éléments méthodologiques. Et il y a quelque chose de très structurant dans la méthode, c'est le conseil des enfants de la mer ou le conseil des enfants de la terre, qui est souvent mené par les enfants eux-mêmes, et qui est composé des enfants, de l'enseignant, du référent, et le conseil élargi qui invite aussi la collectivité à contribuer à la prise de décision collective. Est-ce qu'on peut dire finalement, ou est-ce que c'est un raccourci, que les enfants sont mis dans une posture de gestionnaire comme celle que Nicole Meunier exerce au quotidien? C'est un peu ça la démarche? Du côté éducation nationale, et puis on fait de l'éducation développement durable. Donc notre premier objectif, c'est vraiment d'éduquer les élèves. Et qu'est-ce que ça veut dire? Notre ambition, finalement, c'est d'amener les élèves à comprendre une problématique de l'environnement dans toute sa complexité. Souvent, les problématiques environnementales, elles sont complexes, multifactorielles, etc. Donc c'est notre premier objectif, qui est d'aider l'élève à développer son esprit critique pour en faire un citoyen éclairé, capable de se forger une opinion, non pas toute faite, mais construite sur des faits, et qu'on aura accompagné. Donc c'est ça d'abord notre ambition. Et l'éducation au développement durable, évidemment, elle a aussi pour objectif de faire agir les élèves. C'est un levier de transformation de la société, tout ce qu'on fait. Bon. Alors évidemment, il y a de l'action, mais les élèves ne sont pas là pour se substituer à ce que sont sans doute les professionnels de la nature. Donc qu'ils aient une part d'action dans leur établissement, par exemple en tant qu'éco-délégués. Il y a, par exemple, cet après-midi, plus de 900 éco-délégués qui vont participer à un webinaire académique et qui sont mobilisés dans toutes les écoles, les collèges et les lycées bretons. Ça peut être aussi en étant labellisé école ou établissement en démarche de développement durable, où on va gérer la question du tri des déchets, des économies d'énergie. Et on peut travailler aussi sur l'environnement avec des professionnels pour comprendre les gestes, voire participer
à des gestes. Donc il y a une partie, mais ils ne peuvent pas se transformer en gestionnaires. L'ambition, c'est vraiment d'éduquer et de comprendre la complexité et de comprendre les métiers aussi du développement durable. Sophie Houbert. Oui, je voulais ajouter, nous avons organisé une formation, co-organisé une formation régionale destinée aux référents des aires éducatives en octobre dernier. Et nous avions posé la question, le débat, est-ce que l'enfant peut être gestionnaire d'une réserve ? Et j'ai retenu les arguments suivants qui me paraissaient intéressants. Qu'est-ce que c'est être gestionnaire ? Est-ce que la nature ne peut-elle se gérer seule ? Et c'est vrai qu'en tant que pédagogue, on ne peut pas faire croire aux enfants qu'ils vont être gestionnaires. Donc l'homme au centre de la gestion, ça serait peut-être une erreur. Et il nous semblait intéressant de faire évoluer la vision. La Terre ne nous appartient pas. Ne rien faire, c'est aussi gérer. Et gérer un espace, c'est un métier, comme vous le disiez. Et il est nécessaire peut-être de travailler sur la définition. Et qu'est-ce qu'on met derrière le terme de gestionnaire ? Nommer les objectifs que l'on met derrière pour être honnête. Et aussi définir la notion d'appropriation. Et donc on revient à cette idée de bien commun. Alors, gestionnaire, oui, effectivement, il faut mettre un bémol parce que c'est un vrai métier et c'est surtout très normé. La gestion d'un espace naturel commence par un diagnostic de terrain, des inventaires. Ensuite, on définit des enjeux qui nous permettent de définir des objectifs à long terme pour avoir des missions sur le court terme et tendre vers le long terme. Et donc, tout ça est défini dans un document cadre qui s'appelle le plan de gestion. Et une aire éducative ne pourra être menée que dans ce cadre-là, qui est assez précis forcément, puisque... Il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, je le vois dans les questions que le public nous adresse via Klaxo, c'est quelles classes peuvent être concernées. Par exemple, quelqu'un me demande si les collèges peuvent être concernés par les aires éducatives. Alors aujourd'hui, c'est le cas, parce qu'effectivement, au départ, les aires éducatives étaient ouvertes aux élèves de cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e. C'est désormais ouvert aux élèves de cycle 4, 5e, 4e, 3e. Et d'ailleurs, en Bretagne, en région Académie Bretagne, avec l'Académie de Nice, on expérimente ce label pour les lycées. Donc c'est une phase juste expérimentale pour le moment, mais il y avait aussi une demande d'élèves plus grands aussi pour rentrer dans ce genre de démarche. Peut-être quand même pour revenir sur la pédagogie rapidement de ces projets, sortir dans la nature, finalement, c'est un rapport au sensible aussi. Et c'est un rapport au réel. Et c'est pour ça que c'est un rapport sensible. Et c'est quand même hyper important et fondamental pour les élèves qu'ils puissent voir, sentir, entendre, comprendre. Hein, et derrière, il y a toutes les vertus pédagogiques, mais aussi c'est pour nous développer des compétences psychosociales. Et quand on fait de l'éducation développement durable, c'est assez fondamental d'aller chercher à développer chez les élèves de l'empathie, de la solidarité. Et puis même, dans la plupart des projets, on voit aussi que ce rapport au sensible amène à de la création artistique. Et donc finalement, toutes les voies sont empruntées pour s'approprier des problématiques de développement durable. Oui, ça rejoint l'émotion dont vous parlez. Ça doit vous parler, ça, Nicole Meunier, parce qu'on entend une démarche par et pour les enfants. Il se trouve que le réseau dont vous faites partie, le réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons, c'est aussi un réseau qui est conçu par et pour un public, en l'occurrence celui des gestionnaires. Comment ça se passe justement, ce par et pour les gestionnaires dans votre réseau ? Alors, notre réseau a été mis en place, conçu par les gestionnaires, partant d'un besoin de se retrouver pour échanger sur leur expérience. Chaque habitat, chaque site étant différent, mais en même temps, il y a des problématiques qu'on retrouve les uns les autres. Donc, et c'est parti de ce besoin. Et puis, il s'est structuré. Grâce à la région et à l'Adréal qui ont permis d'avoir un animateur. Et à partir de ce moment-là, on a pu mettre en place des journées d'échange et de formation sur des besoins qu'on a par rapport à des habitats qu'on connaît moins, en tout cas des groupes de flore, par exemple, qui sont un peu plus difficiles à repérer, à connaître. Par rapport à des bases de données, comment on choisit des bases de données, comment on les transmet,
toute cette gestion au quotidien, le pâturage, la fauche, quels outils on peut utiliser, quelle expérience ont les uns les autres. Et c'est tout ce commun, toute cette expérience commune qui permet à ce réseau de vivre, d'être dynamique et de porter un intérêt. C'est très important qu'on puisse échanger sur tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Sophie Houbard, les gestionnaires d'espaces naturels ont une place et ont un rôle dans le GRAEB que j'ai évoqué tout à l'heure, donc qui est ce groupe régional des aires éducatives en Bretagne, donc groupe qui copilote cette démarche et dont vous êtes tous les deux des acteurs parmi tout un partenariat. Est-ce qu'on y trouve des gestionnaires d'espaces naturels dans ce GRAEB ? Alors pas encore aujourd'hui, mais on envisage d'ouvrir en 2021 à des gestionnaires le GRAEB, notamment un parc naturel régional. Deux actuellement sont engagés dans la démarche, le parc naturel régional d'Armorique et celui du golfe du Morbihan. On pense aussi à des départements qui sont concernés à la fois par la dimension collège et aussi par la gestion des espaces naturels sensibles. Donc au départ, le noyau du GRAEB, c'est un groupe qui existe depuis avril 2018 à l'invitation de la région et de l'Agence bretonne de la biodiversité en expérimentation. Et pendant 2 ans, on a essayé de démarrer la structuration et l'animation des aires éducatives en Bretagne. Et donc on y trouve les services de l'État, l'Académie bien sûr, et puis aussi l'Office français de la biodiversité et le réseau d'éducation et environnement en Bretagne. Nous, on anime de manière opérationnelle le réseau des référents en Bretagne. Et ce GRAEB, et je pense, est prêt là à aller dans une phase beaucoup plus opérationnelle aujourd'hui. C'est pourquoi il choisit aujourd'hui effectivement de s'élargir vers plus de gestionnaires. En tout cas, les missions, juste très court pour le GRAEB aujourd'hui, c'est de suivre les aires éducatives en Bretagne, de les identifier et de les rendre visibles. C'est de co-évaluer, donc en soutien de l'Office français de la biodiversité, la labellisation. Et ça, c'est vraiment intéressant et original, cette co-évaluation. Ça nous a permis de gagner aussi en compétences sur la connaissance du label. Nous aussi informons, on apporte de la ressource sur ce que sont les aires éducatives, et puis on fait du conseil et de l'accompagnement aux porteurs de projets. Et enfin, on forme, on co-forme, et c'est possible à travers des formations mixtes, enseignants et référents sur la question des aires éducatives. Vous parlez de référent, peut-être qu'on peut préciser ce que c'est être référent d'aires éducatives, qu'est-ce que ça implique et qui peut l'être ? Alors, on distingue le référent de l'intervenant. Le référent, il accompagne le projet d'aire éducative. Donc, le projet est bien initié par l'école et par l'enseignant. Il est accompagné par un référent qui est une structure d'éducation à l'environnement, le plus souvent, et qui est soutenu par la mairie, qui va valider la zone d'aire éducative. Et c'est vraiment aussi l'intérêt du label, c'est d'aider à la mutation du métier d'animateur éducateur nature vers un métier d'accompagnateur de projet. Donc même si déjà les éducateurs à l'environnement avaient déjà dans leurs habitudes, dans leurs usages, le contenu de ce qu'on fait dans une aire éducative, on faisait déjà des choses auparavant, bien sûr, mais là, ça offre une opportunité de se développer sur l'accompagnement. Les formations dont vous parliez à l'instant, mixtes, elles sont quand même à la fois une singularité dans notre territoire et une force, parce qu'on a besoin justement de parler d'une même voix, de s'acculturer ensemble à ce que sont les aires éducatives, mais aussi aux projets pédagogiques que l'on souhaite porter ensemble pour ces aires éducatives. Vous avez parlé tout à l'heure de pédagogie de projet. Je crois que c'est quelque chose qui est au cœur de la préoccupation du REB, au cœur de la préoccupation pédagogique, évidemment, de l'Académie. Et de fait, on organise ensemble des formations avec des enseignants, des animateurs nature, des réseaux associatifs. Et ça contribue évidemment bien à porter un beau projet pédagogique, solide, cohérent. Et quand les enseignants après reçoivent les animateurs nature, on a une culture commune finalement qui s'est forgée grâce au travail qui est fait par le GRAEB et ce qu'on met en œuvre notamment en termes de formation.
Je voudrais quand même dire que nous faisons ça dans nos territoires, nous le faisons depuis longtemps. Tous les gestionnaires qui nous écoutent, je parle pour tous, on est quand même des points d'ancrage au niveau des sites naturels qu'on protège. On a une dynamique de territoire, on fait des emplois, on met en place. Il y a beaucoup de monde qui travaille autour de ces sites naturels et on crée une dynamique aussi. Un exemple, forcément, je vais prendre le site qui m'incombe, mais par exemple, on a fait une grosse campagne de restauration de landes, puisqu'on est sur des habitats de landes, je le fais rapidement. Et pour accompagner toute la population par rapport à une transition de paysage, on a demandé à des artistes de venir créer des œuvres. Et cette dynamique a permis de faire travailler des bénévoles, des chantiers d'insertion, des étudiants en bac pro et en BTS GPN. Il y a tout un contexte qui fait qu'on amène une vraie vie sur un territoire. Et donc, les aires éducatives, c'est un dispositif qui va être en plus, mais qui ne doit pas non plus enlever tout ce qu'il y a déjà. Et surtout, elles doivent s'appuyer sur ça, vraiment sur ce qui existe déjà et tout le travail qui est fait depuis longtemps par tous les gestionnaires en Bretagne notamment, parce que l'éducation à l'environnement en Bretagne, c'est important et ça se fait depuis longtemps. Une aire éducative, alors terrestre pour le coup, parce qu'on a quand même beaucoup de questions sur Klaxoon ou de réactions sur le fait qu'il y a quand même peu d'aires éducatives terrestres par rapport au littoral. On pourrait en imaginer une aux Landes de Monteneuf, ce serait possible. On pourrait en imaginer en prenant le bémol du fait qu'on est dans un cadre de gestion et qu'on doit respecter ce cadre-là. Et puis la question, c'est comment c'est financé tout ça, parce que on a pas mal de difficultés. L'éducation à l'environnement, c'est super important. On voit que c'est quand même de plus en plus au cœur on se rend compte que c'est au cœur des besoins, en tout cas pour parler de biodiversité. Mais les financements, pour l'instant, sont difficiles à avoir. Il existe des choses, mais qui ne sont pas adaptées au terrain. On doit toujours donner des nouveaux projets pour avoir de l'investissement, mais le fonctionnement. Or, là, on parle de l'humain. Donc, de l'humain, on a besoin de temps, on a besoin de fonctionner avec des gens qui amènent de la sensibilisation. Et ça, pour l'instant, c'est pas pris en compte. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être un peu de recul par rapport à ces aires éducatives et comment elles peuvent être financées. Vous avez raison de poser cette question et elle nous parvient aussi par Klaxoon. Comment sont financées ces aires éducatives et où on en est surtout dans ce contexte, on le sait, assez compliqué et préoccupant sur ce volet finance. Comment c'est financé les aires éducatives ? Je vous laisse commencer, puis je donnerai un peu... Oui, c'est vrai qu'il faut imaginer entre 5 et 6 000 euros pour accompagner une aire éducative sur une année, donc c'est pas anodin, pour accompagner une classe, et puis pour que l'aire éducative ait un sens, il faut que ça s'envisage sur plusieurs années, donc aller, si possible, chercher du financement sur 2 ans, voire 3 ans. Et effectivement, c'est un vrai frein aujourd'hui. Il y a eu des financements régionaux pour aider au démarrage du projet, mais qui ne pourront pas forcément se poursuivre dans le temps. Et donc, les financements, là encore une fois, on dit aux élus locaux, peut-être, ça serait bien que vous puissiez soutenir les communes, les intercommunes, ces dispositifs-là. Il y a quelques structures qui vont chercher des financements européens, comme le Fonds européen de la pêche et de l'aquaculture. Mais bon, c'est des fonds qui sont difficiles à aller chercher. Donc effectivement, c'est un vrai enjeu. Et puis, comme disait Nicole, il faudrait éviter aussi qu'on habille Pierre en déshabillant Paul, voilà, et qu'il y ait un effet d'aspiration vers un nouveau dispositif et que ça ponctionne les fonds qui sont attribués aux associations, par exemple. Enfin, pour que les gens comprennent, c'est qu'on a besoin de financement parce qu'on a besoin d'aller chercher des expertises
chez nos partenaires. Les expertises ne sont pas toutes présentes au sein de l'école, par exemple. Je veux dire, il y a des savoir-faire dans votre réseau également, qui sont indispensables. Et donc, l'école a besoin de s'ouvrir sur l'extérieur par le partenariat, là où sont des savoirs et des savoir-faire qui vont pouvoir accompagner les équipes enseignantes sur le terrain pour comprendre l'environnement dans lequel ils sont, ses problématiques, etc. Et donc ça, c'est la question de financement que l'on soulève. Alors, côté éducation nationale, l'académie, elle on ne finance pas nous directement en espèces sonnantes et trébuchantes. Par contre, on met des moyens humains, RH plutôt. Ce sont, par exemple, dans chaque département, un coordonnateur éducation et développement durable. On est en train de recruter également un professeur relais spécial aire éducatif qui va pouvoir accompagner les équipes enseignantes aux côtés de nos partenaires dans leurs projets. Ce sont aussi des dispositifs, des moyens de formation, quand même, voilà. Donc tout ça, c'est aussi un coût en plus finalement, et qui permet d'accompagner le dispositif. Alors, une suggestion sur Klaxoon d'une personne qui nous dit que des financements participatifs peut-être pourraient être envisagés dans certaines communes, notamment de la part des habitants, des parents aussi qui souhaiteraient financer une aire éducative. Peut-être qu'on peut regarder le résultat du sondage qui a été lancé un peu plus tôt par Maude. On demandait au public à distance de réagir à cette présentation, en tout cas des aires éducatives, de dire ce que ça inspirait. Je ne sais pas si on peut les voir à l'écran. Peut-être que le public n'a pas fini de voter. Ça arrive dans quelques secondes. C'est parfait. On va les voir s'afficher. Comment aller plus loin sur cette question des financements? On l'entend, c'est quand même un nœud. L'intérêt est là, la volonté est là de pousser ces aires éducatives. Il y a un intérêt pédagogique. Il y a un intérêt... Oui, alors est-ce qu'on peut agrandir un petit peu? Merci beaucoup. 39% des personnes qui nous disent qu'il en faudrait beaucoup plus en Bretagne, des aires éducatives. Oui, il faudra trouver les financements pour. Nous, on est d'accord, évidemment, parce que on est tous convaincus de l'intérêt pédagogique, citoyen pour nos élèves, évidemment. Et après, c'est une question aussi on l'a dit, de ressources humaines, c'est-à-dire il faut accompagner, de financement, il faut pouvoir aussi financer les accompagnateurs, etc. Donc, on a encore des solutions sans doute à trouver, à inventer. Ça peut être des partenariats renforcés, ça peut être des appels à projets communs. Je sais que pendant un temps, on a eu un appel à projet aussi avec l'Adréal, par exemple, pour financer des associations qui intervenaient dans les écoles sur les aires éducatives. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a un vrai succès, et tant mieux. Maintenant, il faut qu'on arrive à l'accompagner de plein de manières. On parle aussi de la formation, parce que c'est aussi peut-être de plus en plus d'animateurs qu'il va falloir mobiliser. Donc, je parlais de cette culture commune aussi. Elle existe, évidemment, mais plus on va vouloir accompagner d'écoles, plus on va avoir d'animateurs à être sur les dispositifs, et donc on aura besoin aussi de former. Donc c'est en construction, on est quand même assez pionnier, je pense, en Bretagne sur ce dispositif, et on va le faire progressivement et ensemble. Surtout, je crois qu'on a la chance avec l'Agence bretonne de biodiversité, le GRAEB, qui réunit tous les partenaires, de pouvoir travailler ensemble et parler d'une même voix. Je rebondirai pour finir, et puis ce sera sûrement la fin de notre échange ensuite, sur cette réaction au sondage. Je ne sais pas si vous avez vu la deuxième réponse, c'était cette idée, après tout, on pourrait s'inspirer de cette démarche des aires éducatives pour proposer des choses similaires à des groupes de salariés. C'est vrai que cette idée de rendre un groupe de façon participative, responsable d'un espace pour le sensibiliser, ça peut être une idée. Est-ce que des choses similaires de ce type existent déjà, Sophie Houbard? Est-ce que c'est vraiment une idée lancée en l'air? Ou est-ce que, Nicole, vous avez connaissance de dynamiques impulsées par exemple par des entreprises en lien avec des espaces naturels? Pour l'instant, j'ai pas connaissance, mais les animateurs s'adaptent et ils peuvent faire ce genre de choses peut-être avec un certain cadre. On n'est pas là non plus pour s'amuser et faire juste une sortie. Si on s'y intéresse, il faut un engagement. Je pense que ça sera primordial pour arriver au bout de la démarche. Mais pourquoi pas? Donc, entreprise, si vous nous écoutez, vous avez entendu, si vous avez envie de vous impliquer, par exemple, sur une année, comme les jeunes à l'école, sur un espace naturel, il y a sûrement la possibilité d'inventer certaines choses. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois pour ce retour d'expérience sur les aires éducatives et puis sur la situation aussi des gestionnaires d'espaces naturels.